Bonjour et bienvenue sur le plateau de Trade ou pas Trade, une émission entièrement consacrée à la bourse en général et au trading en particulier. Cette émission est aussi ce qu'on appelle un document à caractère promotionnel parce qu'on y parlera produits de bourse de Société Générale avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale. Bonjour Léa. Bonjour Thibaut. On y parlera aussi aujourd'hui de Michelin, du CAC 40, de l'or, de Coca-Cola, du Standard & Poor's et de AXA. Je vais vous présenter nos invités assis autour de cette table. Et pour commencer, Jean-Louis Cussac. Jean-Louis Cussac, Perceval Finance, trader, formateur. Trader pour compte propre. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour Jean-Louis. Merci, bonjour tout le monde. Bonjour Marc Daguerre, DT Expert, analyste, spécialiste des produits de bourse, des turbos d'ailleurs. Oui. Bonjour Marc. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Thibaut. Mathieu Lebrun, édition Agora. Merci d'être avec nous Mathieu. Vous Merci, êtes responsable de la newsletter Agora Trading Lab. Exactement. Merci pour l'invitation. Merci Mathieu. Bonjour. Alors on va pouvoir commencer tout de suite avec la première rubrique. On refait la semaine. On refait la semaine avec Marc, pour commencer, Michelin. Marc, Oui. Michelin. Oui, Est-ce que vous avez vu sur Michelin une configuration particulière? J'ai vu que vous aviez acheté plein de pneus surtout. Ah oui, on a besoin de choses. Alors là, on est sur on refait la semaine. Donc moi, j'ai l'habitude de reprendre les trades que j'avais proposés. C'est le principe de la rubrique. Voilà. Non, parce que parfois, Léa nous dit qu'on peut aussi prendre quelque chose qu'on a fait mais qu'on n'a pas fait dans l'émission. Si Léa l'a dit, Oui, on peut oui. le faire. Oui, je pense, je me trompe peut-être. Voilà, donc on avait shorté Michelin sur une configuration qui nous semblait baissière pour des raisons dont on avait parlé, avec la droite. On voit très bien qu'on était toujours dans une phase de consolidation depuis juin. Alors certes, il y a eu la baisse globale des marchés, mais bon, qu'importe. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, c'était le point de vue technique. Voilà, donc les deux targets ont été atteints, même enfoncés, mais on était sorti avant en toute franchise. Et puis à la suite du rebond global également, qui a été initié. Est-ce que vous pouvez nous redécrire un petit peu ce que vous aviez vu? Alors c'est vrai que vous avez été aidé par le marché, mais est-ce que vous avez vu pour initier cette position? Oui, alors j'ai été aidé par le marché, mais l'analyse technique englobe normalement toutes les informations, et c'est les graphiques qui doivent parler. Donc on avait une oblique de résistance qu'on voit très bien sur les 3 points hauts. On était très clairement dans une phase corrective depuis juin. On avait enfoncé pas mal de supports, même d'un point de vue Fibonacci, etc. Et vous voyez cette tentative de reprise là qu'on voit en plusieurs échelles d'escalier qui finit presque comme un wedge. C'est souvent un signe de nouvelle phase de baisse à arriver. Donc c'était un peu tout ça, parce qu'on était à l'époque sur le point d'entrée, on était déjà sorti du wedge en question. Vous avez vu qu'effectivement, on avait dépassé une résistance, c'est la bleue, et puis on était revenu dessous, et là vous initiez votre position baissière. Oui, alors non, la bleue, l'horizontale bleue, c'est mon niveau de stop. La résistance, c'est l'oblique bleu au-dessus, qui passe par les 3 points bas. On touche effectivement en mars 2025. Ouais, on avait un RSI qui n'était pas en très bonne forme non plus. D'accord, très bien. Et donc là, qu'en est-il aujourd'hui? Aujourd'hui, on est dans une phase de marché qui a un rebond très 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 net, qui a eu lieu justement au moment où Donald Trump a annoncé la suspension des droits de douane, et l'ensemble des marchés repart en flèche. La vraie question que tous les investisseurs vont se poser, c'est jusqu'où ça peut monter, est-ce que je peux prendre le train en marche, si je prends le train en marche, est-ce que je vais arriver au moment de la correction? Et ça, on pouvait se le dire depuis quelques temps déjà, et moi j'ai hésité d'ailleurs à prendre le train en marche, donc sur certaines valeurs on l'a fait, quand c'était encore un peu plus bas, notamment le luxe, mais on n'a pas osé rentrer sur des titres qui étaient en pleine hausse. C'est toujours difficile ça en trading, mais on aurait dû. D'accord, et donc là, vous êtes sorti à quel niveau? Sur Michelin, on est sorti un peu à l'approche du second target, pour être très franc. Le second target était 30,15? Ouais, 30,15. Après, on est allé en dessous. Vous étiez en phase baissière ou en phase haussière? On vous a dit, tiens, ça change un petit peu de tendance? Non, quand on était en train de baisser. D'accord. Donc on n'a pas atteint exactement le deuxième target quand on est sorti. Mais vous savez, moi je suis, comme vous l'avez dit, sur des produits dérivés avec un effet de levier. Et quand je commence à voir qu'on a un gain qui commence à être au-dessus des 70%, je ne tente pas le diable en fait. Je préfère, parce que c'est facile après coup. Rothschild a dit, j'ai fait ma fortune en vendant toujours trop tôt. Voilà. Très bien. Alors aujourd'hui, Michelin, si on faisait un point aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Là, vous êtes en dehors du dossier ou vous attendez Non, moi je suis en dehors du dossier là, sur Michelin. Ah oui, complètement. Sur pas mal de valeurs qui ont ce type de graphe. Qu'est-ce qui vous ferait revenir? C'est trop compliqué. Éventuellement, alors déjà, je pense que sur l'ensemble des valeurs, ce qui me ferait revenir, et moi, je pense pas que moi, c'est une correction et des signaux de fin de correction. Là, ça pour moi, ce sera vraiment les signaux les plus importants. Sans souci alors. Ouais, là, peut-être qu'après, on ne sait pas, si vraiment on retombe dans un marché bullish, comme post-Covid, etc., où tout monte dans tous les sens, je pense que ça sera l'époque des calls un peu dans tous les sens. Peut-être on va regarder maintenant le CAC 40 avec Jean-Louis.
voir un petit peu la tendance sur le marché. Est-ce qu'on est dans la même configuration, Jean-Louis? Bah oui, comme a dit Marc, la situation est très complexe, hein, très compliquée. Même, là, je vous ai mis le futur de manière à, si vous voulez, lisser les dividendes, parce que c'est la période des dividendes, d'ailleurs, qui était peut-être un petit bonus et puis un petit intérêt de rester acheteur pour les investisseurs de fonds qui se disaient, bah, après tout, pourquoi je vendrais, je vais toucher mes dividendes, ça va se calmer, etc. Parce que la baisse a été extrêmement violente. Pour bien comprendre, quand vous mettez le graphique du futur, vous faites un rolling entre les différentes échéances? Oui, mais là, j'ai zoomé, là. Donc, si vous voulez, la comparaison sur une période, je vous l'ai expliqué, courte comme ça, elle est correcte. Il ne faut pas revenir sur 2023, 2022, c'est ridicule. Mais là, elle est bonne. Et en effet, les dividendes sont pas... Sur le CAC 40, ils décrochent d'un coup le marché. Mais c'est simplement une distribution de richesse. Là, le futur anticipe la valeur à une échéance. Donc, il a tenu compte des dividendes, en tout cas du mois en cours pour le futur CAC 40. Avec un taux d'intérêt quand même qui vient, de faire un petit peu de survaleur à certains, enfin surtout en début d'échéance, mais bon, ça va pas très loin. Ça donne quand même une bonne idée de la situation. On était passé acheteur, et voilà, c'est monté. Mais c'est la phase précédente qui a été quand même assez terrible, puisque le marché a plongé. On a eu des mouvements, on le voit là, mais extrêmement violents. Alors là, ça rentre on rentre en considération, si vous voulez, les horaires hors bourse traditionnelle. Ouais, d'ailleurs, les turbos cotent aussi pendant cette période-là. Donc, c'est aussi un des intérêts de pouvoir agir, parce que tous les marchés des options, ils sont fermés en Europe, en tout cas. Et seul cote le futur CAC 40. Et on voit le fameux soir, là, où c'était à 19h quand Trump parle, que le marché explose, il y a un écart qui est quand même fabuleux. Je crois que c'était 8%, un truc comme ça. On passe de 6007 à 7004 dans la séance, enfin une histoire de dingue. Après, on consolide, mais très nerveusement, parce qu'on repart à la baisse, on remonte, etc. Et puis, tout doucement, on monte. Là, la question qui se pose, c'est le potentiel. Là, on arrive sur un niveau, normalement, quand même, où le marché pourrait s'arrêter, mais il ne s'arrête pas. Il y a peut-être des éléments techniques extrêmement puissants, comme des vendeurs à découvert qui seraient pris à contre-pied, c'est possible. Ça pourrait être aussi la hausse la plus mal aimée des gérants, un petit peu comme la précédente, quand on était monté à 8000, c'est ce qu'on disait, cette hausse constante, avec des menaces très importantes dans le pipeline. Et les gérants n'en profitaient pas vraiment, parce qu'ils étaient restés extrêmement méfiants, d'ailleurs protégés par des puts à l'époque, puisque la volatilité implicite, dans toute la hausse, elle était restée extrêmement élevée, ce qui rendait le marché, entre guillemets, invulnérable. J'ai du mal à concevoir qu'on peut faire abstraction des nouvelles ou des informations qui sont publiées et qui seraient déjà, d'après vous, enfin d'après ce que disent l'orthodoxie traditionnelle de l'analyse technique, entre guillemets, on dit tout est dans les cours. Ouais. Mais même les annonces de la présidence américaine est dans les cours. Non, mais tout est dans les cours. C'est pas ça. C'est que dans les cours, il y a plein de choses. Il y a aussi la construction du marché et les contraintes de construction. Vous vous rendez compte que dans des mouvements comme ça, quand vous êtes short call, un market maker, il va payer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est vendeur de call, donc il encaisse la prime. Alors, en général, il est vendeur d'options. Vous dites qu'il va payer, c'est-à-dire? En général, il vend des options. Donc, quand ça monte, il va être sensibilisé sur les calls, donc il paye. Quand il paye pas parce qu'il pense que ça va monter, il paye parce que ça monte. Donc il amplifie le mouvement, c'est tout. Comme il a vendu un call, il est obligé d'avoir le titre pour pouvoir le... Voilà, et plus ça monte, plus son delta augmente. Hein, plus ça monte, plus sa sensibilité augmente. Plus le delta par rapport... Alors après, il faut voir la position globale et ce qu'on appelle le gamma, c'est-à-dire la variation potentielle du delta sur une variation de prix. Bon, là, après, on s'éloigne un peu de... ça devient très technique. Mais quand, par exemple, vous tombez dans des marchés où il n'y a pas vraiment de conviction. Pourquoi il n'y a pas de conviction? Parce qu'on n'a pas de visibilité. Trump dit quelque chose le lundi, et le vendredi, il peut dire autre chose presque. Ouais. Vous vous rendez compte, là, quand même, on apprend que tout d'un coup, ce que voulait la Chine, c'est-à-dire on efface les taxes, on repart à zéro pour discuter. Bon, ils ne sont pas repartis totalement à zéro, mais presque. Ça a été une vraie surprise, puisque lui-même disait non, on reste comme ça, on discute comme ça, etc. Donc,
il y a des contraintes techniques extrêmement importantes, des acteurs de la gestion globalement qui vont se dire qu'est-ce que je fais moi là-dedans, j'ai pas de visibilité, je suis pas devin, je dois être prudent, je peux pas trop prendre de position parce que il y a quasiment autant de chances que ça puisse se monter fort ou baisser fort. Et donc vous êtes à l'écart en ce moment? À moi, j'avoue que là, je suis un petit peu dépassé par les événements. Donc, ça faisait un bout de temps que je disais, il faut y aller doucement, il faut y aller doucement. Je suis content d'avoir respecté ce principe d'y être allé doucement parce que je connais pas mal de... Enfin, il y a quand même beaucoup de traders professionnels et certains qui sont là depuis très très longtemps, depuis 30 ans, qui ont pris des baffes terribles. Hein. Parce que c'est extrêmement violent. Si vous avez une position avec un effet de levier de 3-4 fois, bon, certains vont dire que c'est encore raisonnable, moi je dis non, mais imaginez 4 fois, le marché il prend 8% en 1 heure. Ça fait 3 fois 8, 24% de pertes sur son portefeuille global. Je comprends. Vous êtes donc un peu à l'écart. Marc, vous voulez rajouter quelque chose? Ouais, alors, attendez, je finis juste là un truc. On arrive sur une zone où il y a des résistances, on les voit, là j'ai mis les flèches. Hein. Donc je pense qu'il faut prendre ses bénéfices. Donc moi, ce que je fais... Ceux qui sont haussiers, ouais. Et d'ailleurs, on voit que les cycliques baissent, etc. Donc toutes les valeurs qui ont vraiment surperformé, les NJ, qui sont des belles valeurs, hein, mais peut-être qu'on aura une chance, j'espère, d'avoir un repli et de les reprendre sur un retracement. Sinon, voilà, on arrive quand même à la croisée, entre guillemets, des chemins. Il faut prendre des décisions. 7900, vous voyez, la zone, là, on va dire 30, 50, une zone de résistance. Il faut agir, je pense, allégé. Et devant nous, on a quand même les discussions entre la Chine et les USA, et puis les USA et l'Europe. Et là, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être finalement mangé. Le flux d'informations sur les droits de douane entre les États-Unis et l'Europe, il n'y a quasiment rien. Ouais, il ne faut pas oublier que Trump, au départ, a dit je vais financer le budget, les baisses d'impôts, avec les taxes douanières. Donc, cette obligation d'en maintenir quelques-unes. Et puis, on sait bien que là, c'est un peu tendu de ce côté-là aux États-Unis. Marc, vous voulez rajouter quelque chose oui, sur l'analyse technique, sur le principe du fait qu'on voit ou non les news dans les configurations graphiques? Oui, parce que c'est une question qui est très souvent posée, qui revient et qui est légitime. Maintenant, si vous voulez, dans la manne des analyses qu'on peut faire, il y a du fondamental, du quantitatif, du technique, chacun va s'accaparer. Maintenant, moi, ce que j'ai appris depuis maintenant 25 ans, un peu plus, c'est que se laisser biaiser par du fondamental, c'est faire de la mauvaise analyse technique. Ça ne veut pas dire que l'analyse technique aura raison, mais l'analyse fondamentale non plus. On peut toujours trouver, se faire l'avocat du diable et trouver des signaux qui vont aller contre notre sentiment. Maintenant, juste une chose, alors, certains peuvent penser que c'est un hasard, mais les marchés américains ont rebondi fortement sur ce qu'on appelle, nous, des overlaps. J'ai fait une vidéo là-dessus, les 3 indices, S&P, Dow Jones et Nasdaq, et même le Nikkei d'ailleurs. Et derrière, les gens vont me dire, oui, mais alors je ne comprends pas, est-ce que ça peut... C'est très complexe à comprendre en soi, parce que personne ne s'est dit, Trump ne s'est pas dit, tiens, on est sur des overlaps, je vais suspendre les droits de douane. C'est pour ça que je dis que l'analyse technique ne doit pas tenir compte des informations fondamentales. C'est aussi une approche très pragmatique, où vous ne vous laissez pas disperser, vous vous concentrez sur une méthode. Oui, et ça ne veut pas dire que j'aurai raison. Hein. Alors dans cette configuration assez incertaine, Mathieu, vous êtes sur une valeur sûre que vous aimez beaucoup, en tout cas que vous suivez beaucoup. Évidemment, je parle de l'or. Alors, pour le coup, ouais, on ne rappellera pas l'épisode de 2022. On va pas refaire l'histoire, mais pour le coup, en fait, c'est en sens inverse. C'est parce que j'ai acheté des turbo puts. Alors, j'ai présenté, en fait, je vais vous parler de l'or, parce que c'est vrai que historiquement, j'étais plutôt acheteur, on va pas revenir dessus, mais c'est vrai que là, le mois dernier notamment, j'avais pris des puts et j'avais pris des puts à 2 reprises pour vous raconter l'histoire, c'est-à-dire que si vous vous souvenez, le mois dernier, il y avait le week-end pascal et Euronext était clos le vendredi et le lundi saint. Et j'avais pris des puts le mercredi, moi, et en fait, donc le mercredi, jeudi, ça prenait un petit peu, mais sans plus. Et j'avais pris le parti de les conserver. Sachant que Euronext était clos, donc que le cours de mon turbo allait rouvrir le mardi à 8h. Et c'était pas la meilleure idée. Jour de news. C'était pas la meilleure idée de l'année, effectivement, parce que dans l'intervalle, on avait eu une actualité mouvementée, notamment Trump, où c'était un peu monté en crescendo par rapport à l'éventualité de limoger Jérôme Powell. Enfin, il y avait
des Attention. news que j'avais peut-être mal jaugées. Et le fait est que donc l'or, si on s'en, enfin, je crois que c'est sur le graphique suivant parce que j'ai mis 2 graphiques dans l'illustration. Donc voilà, en fait, moi j'avais pris des puts sur le haut de canal, la première attaque. Alors c'est, en fait, les deuxièmes puts, je les ai pris sur la flèche rouge, donc heureusement parce que ça a bien rattrapé les premiers. Et par contre, les premiers, je les avais pris donc la veille du week-end pascal, donc sur l'avant-dernière bougie rouge tout en haut. Et donc le fait est que l'or avait continué à la hausse le lundi, parce que pour le coup, ça cotait Euronext était clos dans le cas de mes turbos, mais comme Wall Street, Wall Street, en fait, l'or cotait le lundi de Pâques en l'occurrence, et donc avait continué à poussé à la hausse le mardi matin, donc en session asiatique, entre minuit et 7h du matin, et pas qu'un peu, parce que ça paraît pas flagrant sur le graphique, mais on était quand même passé, quand on regarde entre le jeudi sur la bougie rouge et le mardi matin à 7h, on était pas loin on avait touché les 3500 $, donc on avait quand même pris 200 $, ce qui fait du 5-6%. Sur des cours de l'or, c'est pas quand même des mouvements qu'on voit tous les 4 matins. Et donc mon problème, c'est que j'avais des turbo puts, que j'avais un stop initial qui était assez faible. Je crois que j'avais pris un petit stop, enfin j'avais un stop théorique de 5-6%. Et en fait, le mardi matin, alors en plus, pour la petite histoire, j'étais parti au Maroc et j'ai eu 2-3 petits contretemps. Bref, le fait est que je suis revenu, non mais le mardi matin, mais voilà, mon mardi matin... Défaut, Mathieu. Hein? Les faits, rien que les faits. Non, mais c'est marrant parce qu'après, c'est une conjonction d'éléments, mais c'est pour raconter un petit peu la réalité du truc, ou plus que de sortir. Alors des fois, c'est évidemment bien de faire d'expliquer les choses, mais il y a des fois aussi où il y a la réalité concrète des aléas de la vie qui fait que c'est plus mouvementé que prévu. Et donc tout ça pour vous dire, j'avais un turbo put et en fait le mardi matin, j'étais non pas à -5 ou -6% comme mon stop théorique, mais à -20 en estimé. Parce que le marché était fermé. Parce que le marché était fermé, et donc voilà. Et donc en fait, le mardi matin, du coup à 6h, quand j'ai regardé, j'ai estimé le prix d'ouverture et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse mon stop qui va être pris sur un niveau non pas de -5-6 mais de -20, ou est-ce que je le retire? Chose qui est, si vous commencez à me connaître, qui est dans mes exclusions, on va dire, c'est-à-dire que c'est jamais quelque chose que je fais, que ce soit en cash action ou n'importe quoi, ou en turbo. Et donc, voilà, j'ai pris plusieurs cafés. Il y a une expression anglaise pour dire « if you are in trouble, double ». C'est un peu ce que vous avez fait. Alors, j'ai pas doublé, mais en fait, j'étais plutôt content de moi rétroactivement. C'est-à-dire que, en fait, le meilleur des trucs que j'aurais pu faire, c'est effectivement retirer mon stop et reprendre d'autres puts, mais avec une ligne déjà en moins-value latente. En termes de money management, c'est délicat parce que si j'ai une ligne à -20, -25, que j'en reprends une autre et que ça confirme pas, je me retrouve avec 2 lignes le mardi midi ou soir à -20, enfin même -30, plus -10, ce qui fait que c'est compliqué. Et donc en fait, j'ai laissé mon stop s'exécuter le mardi matin à 8h. Et en fait, j'ai repris ces mêmes puts à 8h45. C'était beaucoup plus risqué. Bah alors... Profil de risque, étant donné que la barrière, on était beaucoup plus proche de la barrière. Alors l'effet de levier avait augmenté, c'est toujours, c'est que l'effet de levier avait augmenté. C'est pas dans vos habitudes. Si pour le coup de travailler le même produit selon les évolutions, c'est-à-dire que si j'ai un levier, comme vous le dites, au début de 4 ou 5, et que l'évolution est défavorable, mais que j'y crois toujours et que je pense qu'on est dans un excès, typiquement ce qu'il y avait eu sur l'or, l'avantage c'est que si j'ai raison sur la deuxième fois, ça paye au moins autant que ce que le premier m'a coûté. Il y aura une trouble double. Voilà. Chose, hein. Mais après, voilà. La même pause avec un effet de levier 2 fois plus supérieur. Après, voilà. Et donc voilà. Et donc après, pour la petite histoire, donc je les ai repris le mardi matin. J'ai attendu un petit essoufflement avant 9h, parce qu'en fait, il y avait vraiment le lundi où en fait, on avait pris 150 $ juste sur le... Enfin, pour moi, en bonne partie sur le limogeage l'éventualité d'un limogeage de Jérôme Powell. Il y avait dans le même temps Wall Street qui baissait. Alors, j'avais en plus des puts S&P 500. Et donc, je m'étais rémunéré le mardi matin. En fait, quand j'étais parti en week-end de Pâques, j'avais des puts S&P 500 et des puts sur l'or. Non, mais c'est vrai. Trop long, c'est trop long. Et donc, le fait est que je me suis rémunéré le mardi matin sur les puts S&P 500 et j'ai doublé, enfin, j'ai repris des puts sur l'or avec l'hésitation qui était arrivée sous les 3005. Et en fait, derrière, je les ai conservés et ça m'a payé. Ça m'a un peu plus précise. Payé. Donc vous avez repris une position, vous êtes ressorti le même jour ou vous avez attendu un petit peu? Sur les puts sur l'or, j'ai pris un stop à 8h 1 minute et à 8h45, je les ai repris. Vous reprenez une position et cette position, vous en avez fait quoi?
Je l'ai gardé, je l'ai sécurisé le mercredi quand on retombait en fait le. En vendant la moitié. Exactement. Toujours, vous commencez à savoir comment ça fonctionne. Bien sûr. J'ai vendu la moitié et vous avez toujours là ou? Non, alors j'en ai repris. En fait, c'est marrant parce qu'à l'instant T, j'en ai d'autres. Mais ceux, mais ceux du bas. Après, je vous raconte ce que je fais. Voilà, désolé. On a le droit de vous taquiner un petit peu. Mais exactement. Mais donc, les premiers, ceux repris du coup le mardi 22 avril, effectivement, je les ai encaissés. Et j'en ai repris, pour tout vous dire, précisément hier. Alors, peut-être un peu moins réactif parce qu'on est dans une situation un peu différente. Mais voilà. Après, pour ceux qui nous écoutent maintenant, quelle est la configuration? Et donc, moi, je pense toujours qu'on est plutôt sur un essoufflement et l'éventualité de la hausse, non? Ouais, essoufflement de la hausse. Alors, je pense pas qu'on va aller à 2500 $, mais je serais pas étonné de revoir les cours de l'or peut-être retomber dans la zone 3100, 3000 $, avec l'éventualité d'un double sommet, en fait, qui aurait été acté dans la zone, vous voyez, des 3004. C'est-à-dire qu'on a eu une mèche, là, sous les 3005, du coup, que j'avais revendu le mardi 22 avril, et un nouvel essoufflement, là, en fin de semaine dernière, dans la zone des 3000. Donc la révolution, vous êtes baissier sur l'or. Et donc c'est pas baissier, mais en fait, alors si vous me suivez, en fait, c'est dans le service, on fait des produits dérivés et on a aussi une poche où on est en cash action sur des minières aurifères, argentifères. Donc voilà, l'idée c'est des fois quand on attend des corrections, d'essayer de minorer un petit peu la perte de plus-value latente qu'on va possiblement subir si les cours de l'or corrigent par des gains sur des puts sur l'or. C'est très clair. Donc, voilà. Merci infiniment, Mathieu. On protège. C'est ça, c'est une couverture, c'est un peu ce que j'ai dit. Plus-value latente. C'est un peu... Marc, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, mais parce que Mathieu n'a pas parlé beaucoup, donc je voulais rajouter quelque chose. Juste parce que moi, je connais très bien Mathieu, mais moi personnellement, là, je vois la fin d'une correction, si je sens qu'il y a une petite reprise, je ne pense pas qu'on va descendre aussi bas que Mathieu l'attend. Et attention, les minières ne sont pas corrélées à l'or complètement, du tout. Un petit peu quand même. Là, vous regardez l'ensemble des minières, je peux vous dire que depuis que l'or, depuis les 2075, il monte en flèche, montrez-moi une minière qui monte en flèche depuis. De la même. Il y en a plein dans nos portefeuilles, c'est des petites minières. On parlera de ça en antenne. Il y a des trucs qu'on fait. Mais on pourra faire un sujet or la prochaine fois ou dans quelques numéros, on pourra parler de l'or, faire un focus sur l'or parce qu'il y a quand même beaucoup à dire. On l'a vu. Merci beaucoup Mathieu, on va passer à la prochaine rubrique, le zoom sur. Le zoom sur avec Léa Gézéquel, vendeuse produits de bourse Société Générale, qui va nous parler aujourd'hui. Quand faut-il revendre son Varan? Très bonne question qui est fréquemment posée par les utilisateurs de Varan. Je suis étonné que vous ayez la réponse, ça nous intéresse. Tout à fait, parfois on a des certitudes en bourse, en tout cas sur les fonctionnements des produits, pas sur les scénarios, il n'y a pas de martingale, mais sur les produits, il y a quand même quelques certitudes. Donc je le rappelle pour ceux qui connaissent mal les Varans c'est comme une option. Ce sont les premiers produits de bourse à effet de levier à avoir été listés et faits pour les clients particuliers avertis. Donc ces produits, bien sûr, le but c'est d'avoir de l'effet de levier ou de couvrir des positions, à la hausse comme à la baisse. Cet effet de levier il peut bien sûr être favorable ou défavorable à l'investisseur selon que son scénario se réalise ou non. Ce qui est très important à savoir sur les Varans par rapport au turbo, par exemple, ou au leverage and short, les autres produits à effet de levier dont on parle un peu plus sur ce plateau, c'est que les Varans, leur prix ne va pas bouger qu'en fonction de l'évolution du sous-jacent. Il va aussi énormément varier en fonction des variations de volatilité implicite et en fonction du temps qui passe. Et aujourd'hui, c'est cet aspect sur lequel on va se concentrer, c'est le temps qui passe, et c'est la raison pour laquelle souvent les utilisateurs de Varan disent quand est-ce que je dois revendre mon Varan? Parce que donc en fonction de tous ces paramètres qui influencent la valorisation du Varan, grosso modo, il y a deux poches de valorisation, ce qu'on va appeler la valeur intrinsèque qui va dépendre du cours du sous-jacent, et une autre poche qui s'appelle la valeur temps. Et en fait, cette valeur temps, c'est une poche qui réduit au fur et à mesure de la vie du Varan, puisqu'en fait, c'est la probabilité qu'on ait raison à terme. C'est une sorte de poche d'incertitude jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'incertitude. Une sorte de valeur spéculative. Exactement, parce qu'on est arrivé à maturité. Et donc, cette valeur temps, elle a la particularité de diminuer plus à la fin de la vie du Varan. D'où la question du timing de la revente du Varan. Quand est-ce qu'est le meilleur moment pour revendre le Varan? Il ne faut pas garder son Varan jusqu'à la maturité, sinon on se prive de toute cette poche qui, quoi qu'il en soit, finira par tendre vers zéro. Donc l'idée, on va dire qu'une des bonnes pratiques, c'est de choisir un Varan dont la maturité est 3 fois supérieure à son scénario d'investissement.
Donc si par exemple j'ai un scénario d'investissement qui a une validité 1 mois, je vais prendre au minimum un varant qui a une maturité 3 mois et au bout d'1 mois, il faut que je respecte mon money management et que je vende mon varant. Oui, parce que si on prend un varant, si on a un scénario d'investissement d'1 mois et qu'on prend un varant qui a une maturité d'1 mois, et ben finalement, on va se priver de toute la poche parce qu'au bout d'un mois, temps va disparaître. Exactement, même si notre scénario d'investissement se réalise, la valeur temps aura fondu comme neige au soleil. Et donc, il y a un indicateur qui permet de mesurer la sensibilité du varant à ce temps qui passe, ça s'appelle le θ. Et donc, le θ, il est plus fort en fin de vie du varant. C'est-à-dire que la grosse majorité de cette poche de valeur temps va vraiment complètement disparaître avec beaucoup plus de force en termes d'amplitude journalière dans les derniers jours de la vie du varant. Donc, je me souviens de mon chef, quand j'ai commencé le métier, qui me disait, sur la valeur temps, si tu es 1 mois de la maturité, il reste 30 jours, ton produit, sur sa valeur temps, va perdre 1/30 de sa valeur tous les jours. S'il reste 10 jours, il va perdre 1/10 de sa valeur temps. Donc ça montre bien que plus on se rapproche, c'est une approximation, je vois Jean-Louis qui fait mais ça veut dire simplement une chose très très vraie, c'est que plus on se rapproche, plus en proportion, par jour, la valeur temps va être grande. C'est pour ça qu'il faut absolument prendre des marges très larges. Alors après, ce n'est pas le seul élément, cette perte de valeur temps, à surveiller dans la question générale de quand revendre son varant. Bien sûr, ce n'est pas le seul élément de décision. Il faut aussi regarder les autres indicateurs. Par exemple, le delta, qui mesure la sensibilité du prix du varant aux variations du prix du sous-jacent. Là, pareil, il y a des bonnes pratiques. Normalement, on reste sur des deltas qui sont compris entre 30 et 60%, qui permettent d'avoir un produit bien équilibré et de maximiser l'accélération de la hausse. Donc ça aussi, c'est un facteur important à avoir en compte. Donc on va se dire, est-ce que je ne suis pas dans une zone trop proche de la maturité, mais est-ce que mon produit reste adapté en termes de delta? Donc typiquement, si jamais on est à, on va dire, une zone confortable en termes de temps, mais que le delta est devenu trop faible ou trop important, ça peut aussi être un signal de se dire, s'il est trop important, on va se dire je sécurise mes gains, mon produit a bien performé, je ne suis pas dans une zone dangereuse en termes de perte de valeur temps, donc il vaut mieux que je sécurise mes gains. Si au contraire, je me suis trompé de scénario d'investissement et que je me retrouve avec un delta fortement dégradé, par exemple de 15%, même s'il me reste beaucoup de temps, ça peut être un signal de se dire attention, il vaut mieux que je prenne mes pertes. Un delta très faible, ça signifie qu'on peut déduire l'intervalle nécessaire sur le sous-jacent pour que le produit matérialise un gain, pour que le produit gagne 1 centime. Donc quand le delta est très faible, évidemment, le produit a du mal à bouger, Tout à fait. du mal à l'utiliser. C'est beaucoup plus laborieux. Et enfin, respecter bien sûr ses limites de gain, ses objectifs de gain et sa tolérance à la perte qui peuvent être tout à fait indépendants du delta et du θ. Le money management, le scénario d'investissement. Jean-Louis. Juste pour préciser, en fait, Préciser, je vous en prie. Non, rajouter quelque chose. Oui, rajouter. Oui, non, mais préciser le chiffre parce que, en effet. Delta. En fait, non, mais alors ça c'est vrai, bien sûr. Ça, je suis d'accord. Mais c'est surtout que le varant va perdre dans le dernier tiers de temps les 2 tiers de sa valeur. Ça, c'est voilà, c'est ça. C'est plus exponentiel, la perte de temps vraiment quand on. Voilà. Et après, je pense, moi là où j'attache une importance capitale, c'est dans la décision aussi de revendre une option quelle qu'elle soit. C'est la volatilité implicite. C'est-à-dire que si tout d'un coup, la volatilité implicite, parce qu'il y a des événements à venir qui sont très importants, augmente d'une manière considérable. C'est le moment aussi de profiter. Même si, oui, parce qu'on achète de la vol quand on achète un varant. Donc même si le scénario n'a pas abouti totalement, il faut profiter en effet de cette valeur spéculative, ça c'est le mot que j'emploie tout le temps d'ailleurs, parce que la volatilité implicite à ce moment-là fait que le cours de l'option, du varant, est extrêmement élevé. Et là, c'est un signal aussi de bénéfices, le cas échéant. Voilà. Moi, je veux bien rajouter une dernière chose. Ah, Marc. Ouais, vous êtes plutôt utilisateur de turbo, vous d'ailleurs. Oui, mais les deux, mais un cas très particulier. Léa l'a bien dit, ne pas garder un varant jusqu'à sa maturité. Maintenant, bien avoir en tête la date de maturité, parce qu'il vaut mieux vendre le dernier jour, plutôt que de se faire exécuter directement, parce qu'on va perdre un petit peu. Exercer, parce qu'on va perdre quelques frais supplémentaires. Voilà, il y a toujours un reliquat de valeur temps, même le dernier jour. Merci beaucoup. Merci beaucoup Léa Jézéquel, vendeuse produits bourse Société Générale. Merci Jean-Louis et Marc. On va passer à la prochaine rubrique, le coup de cœur des traders.
Le coup de cœur des traders, vous connaissez le principe de cette rubrique dans l'émission. Chacun de nos invités a 60 secondes, pas 30 secondes, j'allais dire 30 secondes, c'est peut-être un peu court, 30 secondes. 60 secondes pour convaincre les deux autres et déterminer s'il y a trade ou pas trade. On va commencer par Marc, avec Coca-Cola. Oui, alors juste un truc en amont avant le chrono. Encore une digression aujourd'hui. Non, mais rapidement. Souvent, on me top sur mes choix, et pour l'instant, je me suis jamais trompé. Hein, donc, très bien. Beaucoup de certitudes, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai. Non, parce que je reviens à chaque fois sur mes très bien. trades. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui me suit sur Twitter et qui nous suit et qui fait le tableau de tous nos suivis. Ah d'accord, c'est intéressant. On va regarder ça. Coca-Cola, on va mettre le chronomètre. C'est parti. 3, 2, 1. Allez-y, Marc. Voilà. Alors, rapidement, fondamental, même si je vous l'ai dit, je ne regarde pas ça, mais quand même, pour ceux qui regarderaient ça, rien de très extraordinaire aux dernières publications. Une petite anecdote aussi, après je regarde le graphique, il y a 230 milliards de litres Coca-Cola qui sont consommés dans le monde par an. Ça fait 630 millions par jour et 7250 en litres, tout ça, par seconde. Tout produit Coca-Cola confondu, Minute Maid, etc. Alors, graphiquement, moi je vois une formation de début de consolidation. J'aime pas trop quand la théorie de dos commence à faiblir de plus en plus, c'est-à-dire que les plus hauts sont de moins en moins intenses. Le RSI était passé en territoire négatif, mal orienté, pas encore survendu. Ça fait suffisamment d'éléments pour moi pour me positionner sur un produit dérivé qui va prendre de la valeur assez rapidement. À la baisse, évidemment. Voilà, grosso modo, c'est l'ensemble des points qui m'ont fait anticiper. Merci beaucoup, Marc. Jean-Louis, Mathieu, pas trade, go, on va commencer par Mathieu. Vous n'êtes pas d'accord? Non, oui, après, le business défensif me fait dire que je ne vois pas non plus le titre perdre 10% ou 15%. Et alors après, je n'ai pas suivi l'actualité, là, mais on a quand même un gap qui a été ouvert, c'est-à-dire l'écart de cotation là, en plein milieu du graphique, autour des 64-65 $, qui me laisse à penser que c'était consécutivement une publication de résultats, et donc ça avait été acheté. Je pense que les volumes étaient majoritaires dans la hausse, et ça c'est un peu contre-intuitif en termes de critères personnels. Très bien. Jean-Louis? Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu resserré là, on ne voit pas très bien puisque ça remonte à 2022, mais manifestement on a une figure de retournement, on peut avoir une épaule, une tête, et puis peut-être que là, vous voyez, on pourra avoir une dernière épaule avant de rebaisser, ce qui correspondrait d'ailleurs à l'ambiance qu'on voit sur les indices, en se disant que les technos ont profité de cette phase d'une manière incroyable. Les mouvements sont extrêmement violents, et si ça se passe bien pour la suite, au niveau des discussions sur les taxes douanières, ce sont toujours les technologiques qui vont en profiter le plus. Donc on risque d'avoir une surperformance des technos sur des valeurs par rapport à des valeurs comme Coca-Cola et bien d'autres, bien évidemment. Donc elle fait partie des valeurs qui n'offrent pas cet intérêt spéculatif lié aux prochaines annonces. Donc avec, sur le plan technique, en effet, un graphique qui a tendance à nous dire que le titre va revenir, pourquoi pas, sur les 60 $. Merci beaucoup, Jean-Louis. Marc, quelque chose à ajouter parce que vous un droit de réponse, oui. Je ne suis pas d'accord avec Mathieu du tout. D'abord, il parle du gap, mais il sait très bien que le gap n'a pas été comblé. Donc, je ne dis pas que les gaps sont toujours comblés, loin de là. Mais alors. Pardon? Alors. Oui, non, mais des gaps comme ça, quand ça commence à travaille plus ensemble, en fait. Pour moi, les gaps qui ne sont pas comblés, c'est quand on est vraiment dans une impulsion haussière et qu'on n'a aucun signe de correction alternative. D'accord. Et il y en a, mais pas beaucoup. Ensuite, j'ai pas besoin de 10%, même si effectivement les targets mis sur le graphique sont un peu plus éloignés parce que c'est une analyse quotidienne, mais sur des produits dérivés, j'ai pas besoin du tout d'une chute de 10% pour matérialiser quelque chose d'intéressant pour couper ma ligne. Voilà. Disons que après, moi, juste pour terminer, c'est vrai que je pense qu'on peut avoir peut-être, comme disait Marc, une petite rotation, où c'était Jean-Louis qui rebondissait sur ça dans le côté, parce qu'on a pas mal de profils défensifs qui avaient bien performé depuis début avril,
type dans le CAC des Orange ou des AXA sur lesquels je vais revenir juste après. Et donc Coca-Cola est dans ce schéma-là. Et là, quand on a un retour de la version, enfin de l'humeur risk-on, c'est sûr que c'est pas non plus celle qui va prendre, c'est-à-dire de la version au risque. Et donc on va acheter des technos, des Nvidia, des choses comme ça. C'est pas dans ce contexte-là forcément que Coca-Cola va prendre 15%. Mais pour moi, il y a plus de risque d'avoir une inertie haussière que d'une correction marquée sur Très bien. Coca. Voilà. Merci infiniment. On va passer du coup à Jean-Louis Cussac. On va mettre le chronomètre qui va nous parler du Standard & Poor's. Vous êtes prêt, Jean-Louis? On peut y aller. 3, 2, 1, c'est parti. Donc, situation très compliquée sur l'ensemble des marchés. Difficile de faire des choix d'investissement immédiats. Là, on a un mouvement qui est extraordinaire sur le SP500 comme sur beaucoup d'indices. On arrive là également, comme je le disais tout à l'heure, à la croisée des chemins. Il faut prendre des décisions. Il y a peut-être moyen de penser, en tout cas il y a énormément de raisons de penser que le marché aura du mal à trouver des relais. Donc je propose une vente, donc un turbo put, et j'ai regardé, il y a le choix, par rapport par exemple au niveau des 5009 sur le SP500, avec peut-être 1 ou 1%. On peut investir sur un scénario très resserré en se disant, bon ben, ok, parce qu'on est dans une tendance haussière. Hein. Donc si jamais on continue de progresser au-delà de 1% par rapport au prix actuel, c'est-à-dire on a fait 5009 hein, vraiment hier, on ressortira et puis on attendra un signal de retournement. Merci Jean-Louis, c'est très clair. Alors Mathieu, Marc. Ah ben, on a le choix. On a le choix. Marc, je vous en prie. Oui, désolé. C'est pas très partout. Je suis pas toujours contre lui. Mais là, désolé. Alors déjà, oui, mais non, mais parfois. Non, mais si quand même, c'est des confrères. Non, mais là, moi, déjà, il y a un principe que j'ai, c'est que jamais j'essaye d'anticiper un top. Jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est trop risqué. Si j'ai aucun signe de faiblesse véritable, le marché peut vous surprendre régulièrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on s'était vu il y a un mois. Déjà, tout le monde aurait dit non, mais je pense que le rebond est déjà trop haut. Peut-être que certains auraient voulu anticiper la chute et on a continué à monter. Donc moi, c'est la principale raison pour laquelle, et vous voyez là, pour le coup, effectivement, on a un gap qui pourrait être amené à être comblé, mais c'est tout à fait possible que vu la configuration, ce gap ne soit pas comblé. Moi, je pense que les marchés peuvent continuer à monter en fait. Merci beaucoup, Marc. Mathieu. Oui, moi c'est la même raison. Ce que disait Marc, c'est que là, à l'instant T, il n'y a pas de signe d'essoufflement. Hier, ça montait encore. Donc voilà, il y en aura peut-être demain, après-demain, mais là, à l'instant T, dire que le gap de lundi, la hausse de lundi consécutive aux annonces entre Trump, la Chine, il y a l'Ukraine aussi, il y a plusieurs dossiers qui tendent à s'atténuer quand même. Moi, je ne suis pas convaincu. Effectivement, on va peut-être avoir des prises de bénéfices ou des consolidations, mais de là avoir, alors déjà les 5170, pourquoi pas, mais reperdre 400-500 points, je ne suis pas convaincu. Je pense que si ça avait dû se faire, ça a été plus tôt. Et là, je pense qu'au mieux, on aura une phase de latéralisation, de consolidation, plus que de vraiment gros retournements. Maintenant, il faut présager de rien avec Trump, mais voilà. Donc vous êtes plutôt favorable à l'adage « don't fight the market », non? C'est ça Ouais, en fait, oui. Alors, on va lutter contre une tendance. The trend is your friend. The trend is your friend. Qu'on peut traduire en français par ne pas pisser contre le vent, si vous voulez. D'accord, c'est pas tout à fait ça la traduction littérale, mais non, justement, non, c'est pas une traduction, hein, c'est une image, effectivement. Jean-Louis a le droit de réponse. Ah non, mais j'entends parfaitement. D'ailleurs, dans un scénario comme celui-ci, l'investisseur peut très bien décider ou pas de le faire et ensuite de modérer son investissement, vraiment d'y aller doucement, hein, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de mettre un risque ou un investissement comme d'habitude, il pourrait le diviser par 2 par exemple. Ça c'est le premier point. On a quand même progressé de 22%. Donc, il y a... c'est ce que vous avez indiqué sur votre graphique. C'est la hausse par rapport au point bas, 22%. Et alors ça a une signification? Non, mais c'est beaucoup. C'est quand même extrêmement rare. Donc, alors, le risque de se faire surprendre à partir du moment où on a acheté un turbo put, on est désactivé et on a perdu ce qu'on avait prévu au départ. Donc, il n'y a pas de quoi... Il n'y a pas de quoi pleurer, hein. On a pris ces risques et on les a quantifiés et puis on les a diminués peut-être. Donc de ce côté-là, ça me dérange pas trop. Alors c'est vrai que les probabilités
peuvent être considérés trop proches de 50-50, mais en même temps, la probabilité de rencontrer un événement défavorable dans les jours qui viennent, elle est peut-être de 80%, donc... Ou en tout cas peut-être au-dessus de 50. Alors, potentiellement défavorable, 80-90. Oui, vous pensez, vous? Potentiellement. Alors, défavorable, peut-être 50. mais voilà, donc... Une petite question, moi, sur le niveau. Bah, tout simplement parce que, regardez, c'est la zone dans laquelle on a beaucoup évolué entre le début décembre et avant le décrochage. Donc, en gros, si vous voulez, il y a peut-être des investisseurs qui se disent « Oh là là, j'ai eu chaud, je retrouve mes prix. » Vous voyez, tous ceux qui avaient acheté, par exemple, entre 5008 et 6000, par exemple, vous voyez, ils se disent « Je retrouve mes prix. » Je sors en attendant que ça soit plus clair. Exactement. Ok, je comprends. Très bien. Ouais, juste pour compléter, après, moi, ce qui me dérange juste dans le timing, c'est que... Peut-être parler de l'or. Non, je sais que ça va pas me lâcher ça. Mais non, c'est plus le positionnement de stop. C'est-à-dire que moi aussi, en fait, typiquement sur le S&P 500, je suis pas convaincu qu'on aille chercher vraiment de nouveaux records, parce qu'il y a au-delà de la guerre commerciale, il y a Nvidia, il y a DeepSeek en Chine. Enfin, il y avait déjà des warnings en janvier, et après il y a eu Trump qui est venu rajouter de l'huile sur le feu, on va dire. Et donc je suis pas convaincu qu'on aille à 6003 ou 6004 sur le S&P, mais là, à l'instant T, je ne sais pas si ça va s'arrêter, comme le disait d'ailleurs Marc, si ça va s'arrêter à 5009, à 6000, à 6050, à 6100. Et donc, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est plus l'absence de money management pour mettre un stop ou une affirmation sur l'éventualité de prendre des puts. Voilà. J'ai parlé de 1%. Ouais, après, Alors, là, vont revenir quand même de nombreux sujets de discussion, hein, le budget, le déficit américain, enfin... Comment va-t-il faire pour financer les baisses d'impôts? Enfin voilà, il y a une situation quand même qui mérite de se gratter la tête en se posant les vraies questions. Qu'est-ce que je fais? J'investis moins, je diminue mes positions, etc. Voilà. Et donc, l'idée, c'était que là, c'était un comportement, on va dire, opportuniste. On a une situation exceptionnelle et on peut peut-être investir sur un scénario de reprise de volatilité implicite, en tout cas pour la suite, et en tout cas de reprise de volatilité. Reprise de volatilité et légère Donc, baisse. après, oui, c'est vrai que si on est exposé en valeur américaine, enfin voilà, ça dépend aussi de l'approche. C'est-à-dire que c'est comme, je fais encore le parallèle avec l'or, mais si on a des minières, qu'on craint une correction, c'est pas fou d'acheter des turbo-puts de couverture, et c'est un peu la même si vous avez du Nvidia, du Apple, des choses comme ça. C'est sûr, enfin moi j'en ai pas, mais si je devais en avoir en me disant je les garde, c'est sûr que je pense que prendre une couverture dans la zone, là oui, mais voilà. Très bien, merci infiniment. On va passer, on vous laisse la parole Mathieu, on va passer à votre scénario. Non, là, je n'ai pas voulu faire cette blague, c'était un peu trop. Je vais finir mon argument. C'était la 6e reprise de la blague, donc là j'ai dit on arrête là après. Donc là, vous allez nous parler d'AXA. d'AXA. Ouais, effectivement. Alors AXA. Attendez, on met le chronomètre derrière moi. Secondes là, voilà. 3, 2, 1, c'est parti. Donc AXA, la dernière fois, c'est marrant parce que j'ai pensé à ça ce matin en arrivant. La dernière fois que j'en avais parlé, c'était au salon du trading quand on était ensemble. On avait fait une petite conférence et donc j'avais proposé des turbo puts et on était fin mars et donc ça avait bien payé dans le décrochage de début avril, et en fait tout le mois d'avril en fait AXA s'est fortement repris, comme je le disais à la star d'Orange, d'Engie ou de pas mal de choses défensives ou pas en lien direct avec Trump, les tarifs douaniers, etc. Et donc là, en fait, sur AXA, si on dézoome, alors c'est bête, le graphique n'est pas forcément très zoomé, mais en fait, on a eu un avalement baissier qui s'est formé lundi. Lundi, les marchés progressaient. Et en fait, on a eu pas mal de valeurs comme ça, des Orange, d'autres choses type AXA qui sont essoufflées. On a eu des mèches d'essoufflement, la petite flèche rouge, des structures en avalement baissier. Dans la partie basse, vous voyez le RSI, une structure en divergence baissière, c'est-à-dire un titre qui va chercher un plus haut, l'indicateur, lui, n'en fait pas. Et donc ça, c'est typique de zone d'essoufflement pour une correction. L'intérêt et l'avantage, pour en terminer là, c'est que moi je sais où mettre mon stop si d'aventure le titre poursuit sa hausse. Voilà. On reste sur le stop. Ça rejoint un peu votre scénario, Marc, sur Coca-Cola, sur une valeur un peu défensive, entre guillemets. Alors, quel est votre sentiment? Jean-Louis, Marc, trade ou pas trade? Pas trade pour Marc, trade pour Jean-Louis. On va commencer par Marc. Oui. Bon, je tiens à dire quand même avant que ce n'est pas un stop ultra violent, mais je vais expliquer. Déjà, tout à l'heure, j'ai dit à Jean-Louis, moi je n'essaie pas d'anticiper trop un retournement. Bon, là, on n'est quand même pas encore, malgré l'avalement baissier, hein, peut-être que l'avalement baissier peut effectivement
jouer un petit peu. Mais alors je ne sais pas le canal qu'a tracé Mathieu, je ne le connais pas, parce que moi je ne sais pas si je l'ai sur mes graphiques, mais bon, on est quand même sorti du canal, là il l'a très clairement indiqué. Et quant à la divergence baissière, bon, elle est en apparence, mais elle est loin d'être validée d'un point de vue technique. Ensuite, comment on la validerait? Une validation de divergence baissière, déjà c'est mieux d'avoir 3 points que 2 en général, et il faut franchir la zone de neutralité techniquement parlant. Sur le graphique du bas, c'est ça? Sur le RSI, ouais, passer sous les 50. Alors peut-être qu'à très court terme, parce que Mathieu là je sais qu'il vise du court terme, c'est pas forcément complètement impossible, mais c'est pour ça que j'ai dit c'est pas un stop violent, mais quand même globalement, puis quand le RSI est suracheté comme ça, on n'a pas toujours, il faut le backtester le RSI. Si à chaque fois qu'il est suracheté, on a une correction, là je dis oui, mais là on voit que dans la hausse, il a été suracheté à plusieurs reprises et il n'a pas... Le cours n'a pas forcément. La dernière fois qu'on a eu une petite semi-divergence, c'était fin mars, c'était le même schéma, vous voyez. Si vous aurez l'occasion de répondre, excusez-moi Mathieu. Pardon, je laisse. On va d'abord parler, vous avez laissé la parole à Jean-Louis qui est... Non, monsieur, je vais faire simple. Moi, le RSI, je n'utilise pas du tout. Hein. C'était très utilisé par les traders, traders intraday sur les marchés de futurs dans les années 80. Parenthèse. Enfin, 80, 90. Alors, si vous voulez, l'idée de prendre donc un turbo put dans cette zone, elle est validée, moi, par ce que j'observe sur l'ensemble des marchés. C'est-à-dire que faire? Alors, en effet, on pourrait ne rien faire, mais on a quand même des marchés, et notamment en Europe, l'Europe sous-performe les États-Unis. On voit très clairement que depuis quelques jours, l'Europe n'avance plus vraiment. Enfin, ça avance, ça revient un peu en arrière, c'est difficile. Donc voilà, ça envoie un message de warning qui consiste à dire, écoutez, il y a des petites lumières rouges qui s'allument, prenez des décisions, etc. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait raisonnable d'investir sur un scénario comme celui-ci. Et c'est pour ça que j'ai dit go, quoi. Ouais, droit de réponse, non. Après, c'est pour compléter un petit peu ce que disait Marc, c'est vrai qu'en fait, ça dépend. La bourse, ça dépend vraiment de votre approche. C'est-à-dire que pour avoir travaillé avec Marc, je sais comment il fonctionne un petit peu. Il veut plus de confirmation que moi, c'est-à-dire que moi, typiquement sur l'or, CF, ce que j'ai évoqué juste avant, je vais peut-être, non, après je coupe court à ça, mais en gros, l'avantage pour moi de mon approche, c'est que mon risque, il est nettement moindre, c'est-à-dire que si j'ai tort, je le sais assez vite, alors en probabilité, il est peut-être plus élevé de prendre un stop ou d'avoir tort, mais par contre, quand ça paye, mon stop, soit je fais ce que j'appelle du stop zéro, je mets mon stop au prix d'entrée et je risque plus rien, et donc voilà, c'est vraiment des notions de money management, parce que typiquement, dans le cas du RSI, c'est vrai que si on attend les confirmations que le seuil des 50 soit revu, on sera à 38,50 sur AXA, à mon avis, ou pas loin, et moi, en fait, je serais sorti, en fait, très concrètement. Donc après, ça dépend si c'est pour viser une correction vers 35 €, le bas du canal, pourquoi pas, mais c'est pas non plus ce que j'ai en tête. Voilà. Ouais, juste là, je suis quand même d'accord avec ce qu'a dit Mathieu sur ce qu'on appelle le risk-reward, en fait. Quand il a dit mon risque est limité et qu'il a parlé de money management, en gros, c'est-à-dire qu'il va avoir un stop assez serré et qu'il a quand même beaucoup à gagner par rapport à ce qu'il risque de perdre. Voilà. Votre objectif? La zone des 38,50 et après, ça, du coup, pour terminer... Vous pourriez viser le bas du canal. Ouais, mais après, pourquoi pas? C'est-à-dire que typiquement, fin mars... Non, mais c'est marrant parce que si on reprenait... Alors, je pense qu'en plus, c'était enregistré quand on a fait la présentation, la fin mars, au Salon du Trading. Mais en gros, je savais évidemment pas que le CAC 40 allait aller à 6008 15 jours après. La première flèche rouge sur le graphique. C'est la première flèche rouge sur le graphique. Et pour tout vous dire, moi, je suis sorti le vendredi des puts AXA, en fait, le vendredi avant le 7 avril, donc ça devait être le vendredi 4. Et c'est bête parce qu'effectivement, le lundi matin... vous aviez déjà un gain c'était en gain, mais je veux dire, ça aurait payé encore plus le lundi matin, mais comme toujours. Mais ce qui est intéressant, en fait, c'est plus... vous m'avez perdu avec le... Je parlais du bas du canal. Non, oui, c'est de savoir... En fait, on sait, moi, je sais, j'ai une zone, voilà, 38,50 et tout, mais c'est comme en mars, comme fin mars, c'est-à-dire que fin mars, je devais avoir à l'époque 37 ou 36 € en point de mire quand on était à 40. Alors, il y a eu un dividende, donc il faut s'ajuster du dividende, mais en gros, le fait est que en fait, le AXA, début avril, est allé à 32 ou 33 sur le trou d'air. Et évidemment, je ne le savais pas. Et aujourd'hui, je n'ai pas en tête que le bas du canal sera retesté. Mais si d'aventure, on doit avoir un couac pour X ou Y raison et que AXA perd, comme début avril, 4 ou 5% vers les 38,50, 37,50, je sais que je serai en gain. Et après, c'est comme souvent, c'est un petit peu un problème de risque de savoir est-ce que je garde toute ma position. Avec un stop de 50%. Voilà. De quoi? Tu vendras 50%. Ouais, alors moi,
j'y vais en 2 temps, mais oui, voilà. Mais c'est vraiment des questions, ce qui fait un petit peu foi sur les marchés, c'est le côté money management, comment on est avec ses positions. Et c'est ça l'important, en fait, c'est de Très bien. Son risque. Merci infiniment, messieurs. On va passer à la prochaine rubrique, à vos marques. À vos marques, prêts, partez. La rubrique quiz avec Léa Gézécal, vendeuse produits de bourse Société Générale. On va parler aujourd'hui d'un sujet particulier. C'est pas les actions, c'est pas les futurs, c'est les taux d'intérêt. Oula. Et oui, oulala. Oulala. Ben non, c'est pour ça, on vous teste un peu. On va savoir si vous êtes des vrais ou des faux. Bon, je peux pas on sort alors. Merci, au revoir. Allez, on y va, ça va bien se passer. Vous connaissez tous les règles du quiz, je n'ai pas besoin de les répéter. On y va avec la première question, on attend bien la fin des énoncés. Quel indicateur est souvent directement associé à une récession? S'agit-il du taux d'inflation, du taux de chômage ou de l'inversion de la courbe des taux? Jean-Louis. Inversion. Tout à fait. Bonne réponse Jean-Louis. Alors, qu'est-ce qu'une courbe normale des taux? C'est un graphique en fait où on montre que les obligations à long terme servent un taux d'intérêt qui est plus important que les obligations à court terme. Pourquoi? Parce que globalement, on a tous moins de réticence à prêter son argent sur une période courte, moins d'incertitude que sur une période longue. Donc ça, c'est la courbe normale des taux. Mais il arrive, et c'est considéré comme un signe de récession potentielle à venir, que la courbe des taux s'inverse. Ça a été le cas, par exemple, lors de la crise de 2008 ou alors lors de la bulle Internet, où en fait, l'incertitude par les agents économiques est jugée tellement forte à court terme que finalement, on va devoir payer plus pour emprunter à court terme qu'à long terme, où on considère que la situation sur un horizon plus long se sera normalisée. Alors après, ce n'est pas toujours le cas. Attention, par exemple, en 2002, on a assisté, en juin 2023, on a assisté à une inversion de la courbe des taux en Europe. Pour autant, cette courbe s'est remise sous un format classique ascendant en septembre 2024 et ça n'a pas été suivi d'une récession. On dit qu'en général, si récession il doit y avoir après une inversion de la courbe des taux, ça va prendre environ 18 mois. Très bien. Deuxième question. Bravo Jean-Louis. Vous savez pourquoi j'étais sûr? C'est pas très complexe comme question. Non, vous l'avez aussi. Je ne veux pas minimiser votre réussite. Mais merci Thibault. On descend quand même. Parce que j'allais faire en plus longtemps. Mais le thème, c'est les taux d'intérêt. Et là, il y avait le taux d'inflation, le taux de chômage et l'inversion de la courbe des taux. Ouais, c'est aussi de bonnes... Question de rapidité de culture générale. Non, mais c'était juste pour... non, bien sûr. Parce que sinon, il n'en savait rien. En fait. Deuxième question. Par élimination. Deuxième question. Qu'est-ce que la trappe à liquidité? Est-ce une situation où les taux d'intérêt sont très élevés? Une situation où la demande de liquidité est nulle, même à des taux d'intérêt très bas? Ou une situation où les banques centrales ne peuvent pas émettre de monnaie? Vas-y Jean-Louis. Marc. Je vais tenter la B. Oui, c'est ça, mais je pensais que vous l'auriez plus vite, je suis assez surprise. Alors, la trappe à liquidité, c'est un concept. Est-ce que vous savez qui l'a inventé, ce concept de trappe à liquidité? Un économiste très connu. Il y a longtemps? Oui, quand même. En 1936, c'est John Keynes, dans sa théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, qui a conceptualisé ce concept de trappe à liquidité. Alors, Keynes, il faut savoir que jusque-là, les économistes classiques disaient que la monnaie, la situation monétaire, n'avait pas d'influence sur l'économie réelle. Et un des gros apports de Keynes, ça va te dire non, c'est pas vrai. La monnaie, l'émission de monnaie, les politiques monétaires ont une influence bien réelle sur l'économie réelle. Ça, c'est la base de sa théorie. Et donc, son concept de trappe à liquidité, ça signifie en fait qu'on est dans une situation économique qui est caractérisée par une demande de liquidité qui va vraiment être nulle. On a atteint des taux qu'on va appeler planchers et que même si on baisse ces taux encore plus, ça n'a plus aucun effet marginal sur les acteurs économiques, que ce soit des consommateurs finalement ou des entreprises, qui jugent l'incertitude tellement forte qu'ils ne souhaitent plus ni dépenser ni investir leur argent. Pour eux, la confiance est tellement à des niveaux faibles et les perspectives économiques tellement mauvaises qu'il n'y a rien qui puisse les faire sortir de cette trappe à liquidité. En d'autres termes, les prêteurs ne trouvent pas de clients. C'est ça? Non, le marché est gelé. J'aime bien l'illustration. 1 point pour Marc, 1 point pour Jean-Louis. Troisième question. Troisième question. Quel pays a été le dernier en date à avoir eu des taux négatifs? S'agit-il de la Suisse, du Danemark ou du Japon? Jean-Louis. Japon. Oui, effectivement. Alors, pour la petite histoire, la Suède a été le premier pays à introduire un taux de dépôt négatif.
en Europe. Le Danemark, lui, c'est aussi illustré parce que non seulement ils ont introduit un taux négatif, mais ils l'ont gardé pendant plus de 10 ans, jusqu'en 2022. Mais seul le Japon est allé avec des taux négatifs jusqu'à 2024. Donc il faut savoir qu'à peu près en 2016, le Japon a commencé à introduire des taux d'intérêt négatifs avec, avec Shinzo Abe, assez connu pour ses Abenomics, donc cette philosophie qui veut avoir une politique monétaire extrêmement accommodante dans le but de favoriser une croissance économique. Il faut savoir que le Japon était très axé sur les exportations, donc il y avait vraiment un vrai enjeu à ne pas avoir un yen trop fort, et donc il a mis très longtemps à sortir de ces taux négatifs. C'est vraiment une vague en fait de négociations salariales très importantes, d'augmentation salariale au Japon, qui ont fait prendre conscience au gouvernement que ce risque inflationniste était profond et structurel et que donc il fallait commencer à remettre des taux positifs. Et en janvier 2020, donc les taux positifs se sont mis en place en 2024 et en janvier 2025, la Banque centrale du Japon a continué dans ce mouvement-là en passant de 0,25 à 0,5%. Et depuis, rien de plus ne s'est passé. 2 points pour Jean-Louis, 1 point pour Marc, 0 pour Mathieu. Mathieu. J'arrive. 4e question. Quel taux est officiellement considéré comme le principal taux de la BCE depuis septembre 2024 ? Est-ce le taux de refinancement, le taux de dépôt au jour le jour ou le taux de prêt marginal au jour le jour ? Marc. Je crois que c'est Jean-Louis. Moi, je dirais le A. Non. Okay. Jean-Louis. Il y a un piège entre les deux Je derniers. me serais trompé. C'est pas une réponse. Je dis C, moi. C'est... Non. Non, mais Taux de dépôt, sinon... Bon, bah, Ouais. il te reste la bien. Alors, qui a répondu là-dessus? Excusez-moi. entre les deux. non, bah, du coup, Jean-Louis, c'est Jean-Louis qui a la dernière réponse, puisque et Marc et Mathieu avaient tort. Alors, par contre, vous aviez tort, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'avant septembre 2024, vous aviez raison. Ah ouais. Ouais. En fait... Moi aussi, mais enfin, Eh oui. quand t'as- Non, mais c'était quand t'as piégeux. dit- Il faut suivre l'actualité, mais C'était aurait dû piégeux. dire que c'était La pour ça. question était bien plus claire. Depuis septembre 2024, Ouais, je le fais. en fait, les banques commerciales ont accès à 3 facilités auprès de l'eurosystème, chacune avec un taux différent. Vous avez donc le taux de refinancement qui permet à une banque commerciale de se refinancer, d'emprunter des liquidités à un taux directeur qui est valable pour une semaine. Vous avez le taux de prêt marginal au jour le jour qui est là une sorte d'urgence à la liquidité où vous allez prêter avec un taux quotidien. Et vous avez le taux de facilité de dépôt où là c'est l'inverse, c'est en fait la banque centrale qui vous rémunère en tant que banque commerciale pour déposer vos liquidités sur 24 heures. Et donc, depuis 2008, la BCE avait bien sûr créé un programme d'injection de liquidités extrêmement fort en augmentant beaucoup son bilan et les taux d'intérêt étaient vissés, adossés à ce taux de refinancement, donc la réponse A. Mais depuis 2022, on est passé sur une volonté de la Banque centrale de réduire son bilan, de revenir à des politiques monétaires plus normatives et donc une des options qui a été prise en septembre 2024 pour arriver à ce but de réduction du bilan, c'était justement de changer le taux principal directeur pour le taux de dépôt au jour le jour. Donc il y a eu un changement de paradigme en 2024 qui fait que la bonne réponse n'est plus la A, mais la B. Bravo. Le piège était à septembre 2024. Ouais. Voilà. Exactement. On aurait dû. 3, 1, 0. Dernière question. Dernière chance, Mathieu. C'est une question sur Je l'or, soutiens, donc ça devrait aller. Je suis touché par autant de soutien. Quel État a récemment connu la plus forte hausse depuis 1990 de son principal taux d'emprunt? S'agit-il du Danemark, de la Suède ou de l'Allemagne? Marc. Vers l'Allemagne. Oui, bonne réponse. Effectivement, c'est le plan d'investissement massif qui a été décidé en Allemagne en mars, qui a entraîné une augmentation très importante des taux d'intérêt, puisque l'obligation à 10 ans a atteint les 2,79%, et le taux des obligations à 30 ans, presque 3%, 2,97%. Exactement, il partait de très bas. Ce sont des niveaux qui n'avaient jamais été vus depuis près de 25 ans. Donc en fait, ce plan de réinvestissement dans les infrastructures, dans le réarmement a vraiment pour but de stimuler la compétitivité de l'Allemagne. Et donc effectivement, ça a engendré une augmentation de son taux d'emprunt puisqu'on considère que potentiellement, ça va quand même lourdement peser sur sa dette. Mais pour autant, cette nouvelle a été très bien accueillie aussi sur les marchés actions puisque le DAX a réagi très positivement et les investisseurs sont quand même globalement très positif sur cette nouvelle qui permet à long terme de relancer la compétitivité allemande. Merci beaucoup Léa Gézéquiel.
vendeuse produits de bourse, Société Générale. Merci pour ces analyses et ces informations très précises. Victoire de Jean-Louis. C'est pas si souvent, Jean-Louis. Hein. Ah, c'est jamais. Il n'est jamais trop tard. Jean-Louis Cussac, merci beaucoup de votre participation. Marc Daguerre, merci infiniment. Mathieu Lebrun également. Si vous aimez cette émission, dites-le autour de vous. Et puis à la prochaine fois.